Alors, parler de sexualité féminine au Maghreb, c'est d'abord se poser la question quelle est la finalité de la sexualité. C'est procréer pour les femmes, c'est sûr, pendant très longtemps c'était le seul rôle qu'on leur attribuait, mais c'est aussi le plaisir, c'est tout le côté romantique. Et je voudrais me questionner avec vous, parler de l'orgasme féminin qui est un grand tabou au Maghreb, on parle très très peu de l'orgasme féminin, je sais que ça va gêner, moi-même ça me gêne d'en parler parce que bon, nous ne sommes pas habitués à cette liberté, même quand je suis avec les médecins, mais c'est vrai que ça reste un sujet tabou dont on ne parle pas au niveau de la presse, on n'a rien écrit sur la question au niveau maghrébin ou alors très très peu, et voilà, je serais bien qu'on brise un petit peu aujourd'hui ici ce tabou. Quand j'ai fait cette première étude sur la sexualité au Maroc qui a été publiée en 89 pour De la toute pudeur, j'ai fait une enquête sur le terrain et je n'ai pas réussi à avoir des réponses sur l'orgasme féminin parce que je ne trouvais même pas de mots en arabe dialectal pour signifier l'orgasme féminin. Je ne sais pas, bon, quand il s'agit d'orgasme masculin, il y a plein de mots, on en plaisante, etc. Il y a des blagues, les hommes peuvent se vanter de ça, il y a un apprentissage des aînés, etc. Mais dès qu'il s'agit d'orgasme féminin, ça devient vraiment, c'est de l'impensé, il y a un déni dans la société, mais également chez les femmes, parce qu'on ne leur a jamais permis d'exprimer quelque chose en relation avec l'orgasme féminin, parce que ça renvoie toujours au vice. Dans les cultures maghrébines, l'homme se doit d'être puissant, viril, c'est véritablement la qualité principale de l'homme, mais pour la femme, parler de plaisir, ressentir un quelconque plaisir sexuel, on est tout le temps, tout de suite taxé de femme vicieuse. Et c'est pour ça que j'ai du mal à en parler en dehors de ces sphères. J'essaye, mais en tout cas, je mets à l'aise les femmes et également les hommes quand ils sont dans la salle. Il y a un autre tabou, mais alors celui-là, je ne suis pas encore arrivée à le briser, c'est l'autosatisfaction, bon, comme on l'appelle, la masturbation féminine. Là aussi, on parle beaucoup de masturbation masculine, mais là aussi, il y a les blagues, il y a les termes. Bon, je vous ferai grâce de tous les termes qu'on utilise, déjà, que tout le monde connaît, mais pour la féminine, je ne trouve pas de mots. Il y a un seul mot qui veut dire frotter, il est plus facile de le dire en français qu'en arabe. En tout cas pour moi, j'ai plus le courage de le dire en français qu'en arabe, mais ça relève, là aussi la masturbation féminine relève, il y a un déni, ça relève véritablement de l'impensé. Et si ça n'existe pas, le terme n'existe pas, c'est qu'on refuse que la pratique existe. Et l'excision, justement, est un moyen, justement, de construire ce déni de l'orgasme féminin externe qui peut donner du plaisir. Heureusement, au Maroc, nous sommes intacts, les femmes, en Algérie, en Tunisie. En Égypte, l'excision continue à s'exercer. Les derniers chiffres que j'ai trouvés, je trouve que c'est énorme, c'est 60% des femmes âgées, des filles âgées de 15 à 19 ans, donc, sont excisées, c'est-à-dire qu'on va supprimer en elles cet organe externe que la fille peut toucher dès qu'elle ressent ses premières pulsions sexuelles. Maintenant, ce dont on se rend compte dans tous les pays maghrébins, et pourquoi j'en parle, c'est que les garçons, eux, vont sensibiliser dès l'éveil sexuel l'organe avec lequel ils vont vivre leur sexualité. C'est le phallus, je vous apprends rien. Maintenant, ce qui se passe au niveau des femmes et qu'on ne dit pas, parce que c'est toujours tabou, c'est que les femmes, elles ont cet interdit de se toucher à l'intérieur du corps. Dans l'éducation, la virginité, attention, il faut que tu sois vierge, ne te touche pas, ton père va tuer tes frères, la société, etc., qui fait que les jeunes filles ont des problèmes pour se toucher à l'intérieur de leur corps, c'est-à-dire au niveau du vagin et même à l'entrée du vagin, à tel point qu'il y a souvent des problèmes d'hygiène, parce que les jeunes filles ont une terreur à se toucher au niveau du vagin. Par contre, elles vont se toucher au niveau du clitoris et c'est comme ça que commence donc leur éveil sexuel. Et quand ces jeunes filles vont commencer à avoir des relations sexuelles hors mariage, à cause de l'impératif d'être livrées vierges au mariage, elles vont se donner à moitié aux hommes, c'est-à-dire qu'elle va avoir des rapports sexuels par frottement, pas par intromission, et aussi
par sodomie. Et encore une fois, le vagin est stimulé de façon parfois excessive et les jeunes filles vont garder, la majorité écrasante des jeunes filles vont garder l'intromission, donc la virginité, jusqu'au mariage qui pose énormément de problèmes. On n'a pas le temps de voir toutes les conséquences de cet interdit. Alors au niveau des rapports, ce que disent les femmes, c'est que, et ce qu'elles remarquent, c'est que les hommes sont plus obsédés, excusez-moi messieurs, par l'intromission et par l'éjaculation que plutôt l'exploration du corps de la femme. En 1976, il y a eu une bombe qui est aux États-Unis par le rapport Haidt, on est en 1976, et c'était la première fois qu'on parlait de l'importance du clitoris dans une copulation au niveau de l'acte sexuel. Et le rapport Haidt nous a appris en 1976 que la moitié des femmes, on est aux États-Unis, n'ont jamais connu d'orgasme. Donc ça a été une bombe vraiment, alors qu'on pensait que les femmes avaient acquis toute la liberté pour pouvoir arriver donc à ressentir cet orgasme. Et aujourd'hui, on a des études, je vous donne certaines de ces études. Par exemple, il y a une étude très sérieuse qui a été faite en France sur 3000 femmes et qui nous donne 3000 femmes, 3000 hommes, pardon, qui nous dit que 90% des hommes, pendant un rapport sexuel, ont un orgasme, contre seulement 16% des femmes. Et on parle d'orgasme vaginal, bien sûr. Un des sexologues psychiatres, qui est Philippe Bruno, dit il y a encore beaucoup d'hommes qui ne comprennent pas que leurs femmes ne jouissent pas lorsqu'ils font l'amour. Aux USA, on parle de plus que de 80% de femmes qui ont des difficultés à atteindre un orgasme vaginal pendant le coït. Et on parle aussi des chiffres qui vous disent que plus la moitié des femmes sont clitoridiennes. Alors bon, aujourd'hui on parle de femmes clitoridiennes, mais ça va dans tous les sens, on ne comprend pas ce que c'est. Mais au niveau du Maghreb, il n'y a pas de chiffres, parce qu'il n'y a aucune enquête qui a été faite. Et de toute manière, même ces enquêtes ne donneront pas la vérité, la réalité, parce que beaucoup de femmes vont vous dire oui, et beaucoup de femmes vont refuser de répondre à la question. Maintenant, pourquoi j'évoque ces sujets-là, j'écris parfois dessus? D'abord pour briser un tabou, et ensuite parce que l'harmonie des couples, l'harmonie peut être menacée lorsque vous avez un homme qui arrive à l'orgasme et pas de femme. Et la science démontre que, par exemple, au niveau du clitoris, il y a 8000 terminaisons nerveuses, alors que le gland du pénis, seulement 4000 terminaisons nombreuses. Et quelqu'un qui a fait une étude et qui dit tenter de faire jouir une femme sans son clitoris équivaut à faire jouir un homme sans son pénis. Voilà, je me permets de dire ça dans une ère scientifique pour attirer l'attention. Ça se discute, mais en tout cas la réalité est là. Et on se rend compte par exemple que dans tous les pays maghrébins, et je l'ai dit, la valeur d'un célibataire, c'est sa virilité. Un jeune homme, et dans son éducation, tout va le pousser à développer sa virilité, l'exercice de la multiplicité des partenaires sexuels. Allez demander à n'importe quel homme ici dans la salle célibataire, dites-lui, est-ce que vous êtes vierge? Il va se sentir offusqué. Comment? Moi, un aragel, mais ça ne va pas, je suis un homme. Allez demander à une jeune fille célibataire, est-ce que vous êtes vierge? Elle vous dira oui, même si elle ne l'est pas. Aucune fille publiquement ne pourra assumer le fait qu'elle ne l'est pas. Le problème, c'est quoi? Le problème, ce n'est pas l'apologie de faire l'apologie de la défloration ou autre, mais c'est le fait de se dire, nous sommes dans une société qui impose des paradoxes. Nous faisons des jeunes hommes qui doivent développer leur virilité, mais des jeunes filles qui doivent rester vierges jusqu'au mariage. Alors qu'est-ce qui se passe entre-temps, avant le mariage? Avec qui ces jeunes hommes vont avoir des relations sexuelles? Comment ils vont les avoir? Et quelles sont les crises que vivent les jeunes filles lorsqu'elles se donnent ou lorsqu'elles ne se donnent pas? Les jeunes filles, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'épanouissement sexuel, d'autant qu'on sait qu'aujourd'hui, l'âge du mariage a énormément augmenté. Il est en moyenne, au Maroc en tout cas, et partout dans tous les pays maghrébins. Au Maroc, il est de 31 ans pour les hommes et de 28 ans pour les femmes. Demandez l'abstinence sexuelle jusqu'à 17-18 ans à la limite, mais jusqu'à 28 ans, 40 ans, il y a des problèmes qui se posent. Et moi, je suis de plus en plus sollicitée par les jeunes filles qui me demandent quoi faire.
Ça peut être même des jeunes filles qui portent le foulard, qui n'ont jamais eu d'exercice sexuel, qui sont très très pieuses, etc., mais qui se disent, attends, j'ai 30 ans, 35 ans, ben, j'ai fait tout ce que la société m'a ordonné de faire, tout ce que la religion m'a ordonné de faire, mais bon, que faire maintenant? Je suis frustrée. Trouvez-moi une issue. On me demande, mais l'issue, ce n'est pas à moi de la trouver. Hein, moi, je suis là seulement pour analyser et pour dire aux hommes, attention, vous voulez être viril, c'est très bien. Il n'y a pas de problème, mais n'exigez pas de femmes vierges au mariage. Et là aussi, c'est un très grand paradoxe. Et je suis de plus en plus sollicitée, donc il y a un peu plus de 20 ans, nous avons créé l'association marocaine de sexologie, et donc j'ai mon adresse email sur le site de l'association, et je vous assure qu'il ne se passe pas un jour sans que je reçoive des questions, des commentaires, des jeunes filles qui me disent comment je vais faire. Ou alors ça va être des jeunes hommes qui me posent des questions, et là je vais en parler puisque ça nous envoie au mariage, des jeunes hommes qui me disent, de plus en plus j'entends, je suis mariée à une femme frigide, sans qu'ils sachent ce que c'est. Ma femme est frigide, elle est atteinte de vaginisme. Et quand on pioche, on se rend compte finalement que ce sont des hommes qui ont exigé des femmes vierges au mariage. C'est leur droit le plus absolu. Mais ne demandez pas, messieurs, une femme vierge et qui soit en même temps une geisha, parce qu'elle ne peut pas l'être. C'est impossible. Hein? Ou alors, vous avez un peu de patience pour orienter et décomplexer votre épouse, ou alors aller chercher la geisha ailleurs. Et ça, je vous assure, ça pose de très grands problèmes. L'harmonie des couples, très très souvent, est complètement brisée à cause de ce paradoxe, je n'ai même pas envie de l'appeler hypocrisie. Donc ça va être des couples où l'homme est de plus en plus dans le fantasme sexuel, dans le jeu sexuel, notamment grâce ou à cause d'Internet, de la pornographie, avec des filles qui sont vierges, ou peut-être qu'elles ont eu des relations sexuelles tout en conservant leur virginité, mais où elles se sont fait recoudre, et quand elles sont avec le mari qui a exigé la virginité, et c'est la majorité écrasante des hommes marocains, écrasante, et quand elles sont au lit, elles doivent simuler les saintes nitouches, parce que si l'homme se rend compte qu'il a épousé une vierge, mais qu'il donne un petit peu trop d'élan, ou qu'il réclame un petit peu trop, il va se dire, tiens, elle n'était pas si vierge que ça. Hein, donc, voyez, donc, imaginez le couple qui est censé d'abord être construit, bâti sur la confiance, échanger l'amour, le hubb, le maoudda, l'amour, etc. Partir sur une sexualité tout en sachant que les problèmes commencent déjà dès la défloration, et je n'ai pas le temps d'en parler, déjà dès la défloration, parce que la défloration aujourd'hui encore doit se faire en grande cérémonie, on doit encore prouver dans les pays maghrébins, y compris le Maroc, exposer le drap. C'est vrai qu'il ne s'expose plus dans les quartiers, plus dans les ruelles, mais il va s'exposer dans le salon ou dans la chambre à coucher, et pour avoir du sang, on ne peut pas faire un premier rapport dans l'amour, la tendresse, l'excitation pour lubrifier le vagin, patati patata. Aujourd'hui encore, on recommande aux mariés qu'il l'explose, qu'il la viole, sinon il n'y a pas de sang. Hein? Si ça se fait dans la douceur, ça ne fait pas de sang. Et vous les médecins, vous savez qu'aujourd'hui encore, même à Casablanca, pas seulement en zone périurbaine, on reçoit des mariés complètement explosés par le mari au nom de l'honneur. Et souvent les médecins sont complices parce qu'ils couvrent, parce qu'il n'y a jamais eu, à ma connaissance, jamais eu de médecin qui a été avisé, les autorités, comme quoi une mariée est venue complètement défoncée. Et ensuite, quand je dis défoncée, c'est 3, c'est 6 mois de convalescence, etc. Et quand le médecin fait des points de suture, et ça c'est plus au milieu périurbain et rural, et qu'on ramène la mariée, avec son maquillage et son henné, son caftan, les femmes vont lui dire tu dois la retravailler pour qu'elle ne se ferme pas. Alors rebelote, clinique, point de suture, etc. Bon, ce n'est pas généralisé, je veux dire, ce n'est pas un phénomène généralisé, mais ça existe encore. Et voilà pourquoi aujourd'hui, en tout cas, voilà pourquoi j'écris sur ces sujets. Ce n'est pas seulement pour une anarchie sexuelle. Et lorsque aujourd'hui, on se rend compte que les femmes se plaignent. Bon, je fais également de la médiation, conseillère conjugale. Je reçois de plus en plus de couples, c'est soit l'homme, soit la femme, soit le couple. Et ça veut dire qu'il y a quand même une prise de conscience
et de l'homme et de la femme. Donc des couples qui me disent qu'il n'y a pas d'entente, la femme ne se donne pas entièrement. Donc il y a une souffrance, la sexualité n'est pas vécue de façon harmonieuse, donc il faut que j'accompagne ce couple. Et souvent, c'est la femme qui se retient. C'est l'homme qui va se plaindre de ce que sa femme ne se donne pas totalement et qu'elle refuse les jeux de l'amour. Alors elle va refuser les jeux de l'amour. C'est normal parce qu'on lui a toujours dit tu ne dois pas exprimer tes désirs sexuels. C'est de la saleté. Donc elle va refuser les jeux de l'amour par la honte, les anaïb, hchouma, mais aussi parce qu'on fait une confusion entre le haram et le hchouma. Parce que beaucoup de femmes pensent que c'est péché que d'être dans les jeux de l'amour. Or, l'islam est la seule religion monothéiste qui ne condamne pas le plaisir de la chair, qui sublime le plaisir de la chair et pour l'homme et pour la femme. Il y a des hadiths, des dires de prophètes, il y a le Coran, il y a les dires de prophètes, chez Imam Muslim ou l'Al-Bukhari, il y a l'Imam Al-Ghazali. Et la sexualité était réellement le plaisir, l'utilité du plaisir sexuel et pour l'homme et pour la femme. Là, il y a l'égalité à ce niveau-là, a été prônée par les plus grands exégètes de l'islam. Il n'y a aucun interdit, bien sûr, dans le cadre du mariage. Et nous arrivons aujourd'hui à une société, on est quand même au XXIe siècle, à l'ère d'Internet, où les femmes vous disent « moi je refuse parce que c'est haram », en faisant donc une confusion entre ce qui est péché et ce qui est honteux. Un des sujets de discorde, si vous voulez, c'est cette demande de l'homme, justement, de la liberté sexuelle. Alors, quand on dit liberté sexuelle, c'est au niveau des positions et c'est surtout au niveau de la fellation, qui a un nom. Elle a des noms, la fellation en arabe. Kain Kojak, bon, je vous fais grâce des autres, etc. Mais il n'y a aucun nom pour désigner le cunnilingus, par exemple. Or, quand on voit le fiqh, l'exégèse musulman parle de la fellation et parle du cunnilingus. Par exemple, je vous donne seulement une référence et si quelqu'un était intéressé, venez me voir, je vous enverrai un article que j'ai écrit sur la sexualité en islam et vous trouverez toutes ces références. Le Ghazali, par exemple, qui est un des piliers de l'islam, explique pendant le prêche du vendredi, comment un couple peut se satisfaire mutuellement autrement que par le coït, en passant éventuellement par la masturbation réciproque et par tous les autres jeux de l'amour. Et les exégètes existent, ils sont vraiment très très nombreux à en avoir parlé. Et moi je dis que c'est dommage, on a un homme, une femme, ils sont ensemble, ils peuvent partager les jeux de l'amour pour arriver justement à vivre leur sexualité, parce que vous le vouliez ou non, c'est pas moi qui l'ai inventé, la sexualité c'est quand même un ciment du couple. Quand il y a cette mésentente, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le mari, il y a de l'agressivité dans le couple, au bout d'un moment, le mari va chercher du plaisir ailleurs, et nous savons qu'au Maghreb, l'adultère masculin est non seulement accepté, toléré, parfois même admiré, et l'adultère féminin est très sévèrement condamné, même au niveau de la justice. Quand vous avez par exemple une femme qui va être condamnée pour adultère, c'est toujours pour le vice, façade, etc. Donc aucune circonstance atténuante, elle va écoper 1 an à 2 ans de prison. Quand c'est un homme, l'avocat sort son dossier, s'adresse au juge pour lui dire « ما كانش عنده إشباع جنسي، شو بغيتي يا سيد القاضي ولي مرأة راه هو راجل. » Il n'était pas satisfait sexuellement. Que voulez-vous, monsieur le juge? Que cet homme devienne une femme? Déjà, l'expression qu'il devienne une femme, ça veut dire une femme, donc non-droit au plaisir sexuel. Et les verdicts sont toujours plus souples pour les hommes que pour les femmes. Et encore une fois, je dis, bon, la sexualité du couple est mal vécue dans les pays maghrébins, vraiment, elle est très mal vécue, que beaucoup de femmes vont se satisfaire elles-mêmes après l'acte sexuel. Beaucoup de femmes stimulent le plaisir quand le mari fait attention au plaisir de sa femme. Là aussi, beaucoup de femmes vous disent, et c'est maghrébin, mon mari monte et il redescend. Vous comprenez l'expression? Il monte et bon, il redescend une fois qu'il a terminé. Donc, même en Occident, il y a des chiffres qui vous disent que 65% des femmes stimulent l'orgasme vaginal, on parle bien de l'orgasme vaginal. Donc, les hommes ne savent pas que chez la femme, il y a 2 boutons. Pourquoi? Parce que, bon, il n'y a pas d'éducation sexuelle, l'anatomie est très mal expliquée au niveau du système scolaire, et les femmes elles-mêmes n'osent pas guider
le partenaire vers l'endroit où elles sentent le plus de sensibilité. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si avant les femmes, ou en tout cas les aînés des femmes, considéraient qu'elles étaient, pour la sexualité, elles n'étaient que l'objet de plaisir pour les hommes, aujourd'hui, les jeunes filles ont pris conscience du fait que c'était leur droit. Alors maintenant, comment ils manifestent leurs droits, ça change d'une fille à l'autre. Quand elle a fait des études poussées, etc., quand elle a eu une vie sexuelle prémaritale, elle est capable de discuter avec le mari, parce qu'il y a beaucoup de couples qui ne discutent absolument pas de leur sexualité, parce que c'est chouma. Le fait de lendemain de parler ce qui a été fait la veille, c'est quelque chose qui... Oui, il est l'heure ? Ok. C'est bon ? C'est quelque chose qui est proscrit par la majorité des couples. Mais ce qui est intéressant, ce sont ces jeunes filles, les jeunes filles qui sont aujourd'hui connectées, les jeunes filles du digital, ont pris conscience du fait de l'amour, l'importance de l'amour dans le couple. Donc, les mariages arrangés se font de moins en moins. Elles ont pris conscience du fait que la sexualité est un droit. Elles peuvent la réclamer. Elles réclament leur part du plaisir, même si elles choquent. Et quand je fais des enquêtes sur ce genre de sujet, j'ai de plus en plus de jeunes hommes marocains qui sont scandalisés parce qu'ils ont des partenaires, qu'elles soient épouses ou autres, qui leur disent « tu es égoïste ». Et j'ai des jeunes hommes qui me disent « mais madame, je suis égoïste, qu'est-ce que je vais faire pour qu'elle ne me traite pas d'égoïste ?» D'abord, ça choque l'homme dans sa virilité parce qu'il n'est pas habitué à prendre dans la sexualité et à être donné. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes filles qui ont conscience de leurs droits à l'orgasme. Il y a de plus en plus de jeunes hommes, ils ne sont pas nombreux du tout, mais ce qui est intéressant, c'est que leurs chiffres, leur nombre augmente. Ce qui est intéressant aussi, c'est que nous sommes une population très jeune. C'est quand même, on est à peu près à 72% de la population qui est âgée de moins de 40 ans, et c'est là où la sexualité s'exerce. Près de la moitié de la population a moins de 25 ans, elle est connectée. Bon, si elle ne bénéficie pas d'éducation sexuelle dans le foyer, dans le système scolaire, il y a Internet, bon, ça se discute, c'est sauvage, tout ce que vous voulez, mais ça donne quand même un aperçu sur la sexualité et ça conscientise par rapport au droit à la sexualité. Et donc, maintenant, le travail doit être fait et par le système scolaire, par les parents. Les parents devraient arrêter de sublimer la virilité du garçon et totalement entraver le corps de la jeune fille. Et de plus en plus, aujourd'hui, on remarque que certains hommes, ils sont très très peu nombreux, mais leur nombre augmente, qui vous disent « moi, une femme vierge ou pas, c'est pas un critère ». Des jeunes qui vont vous dire « moi, je veux vivre une sexualité épanouie dans le cadre de mon couple. Donc si j'épouse une femme qui est vierge à 30, 35 ans, 25 ans, je ne vais pas atteindre mon objectif. » Ils ne sont pas nombreux du tout. Mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que le nombre continue à augmenter de plus en plus. Je pense qu'il est l'heure pour moi de conclure. Je vous remercie pour votre écoute et le débat est ouvert. Merci mesdames et messieurs. Merci. Bien, merci beaucoup pour cette, cette présentation qui a permis de lever un petit peu le voile sur des réalités, mais des réalités qui sont cachées. Oui. Je crois que ça va susciter beaucoup de questions. Nous n'aurons pas beaucoup de temps pour cela, mais je crois que c'est tellement important qu'on va quand même prendre les questions qui seront là. Merci. Est-ce qu'il y a des candidats ? Des candidates ? Oui, ce sera encore mieux. Vous avez le microphone, vous voulez en profiter ? Je crois qu'il y a peut-être une main qui se lève. Voilà, ça démarre. Non, est-ce que vous pourriez peut-être revenir sur qu'est-ce que vous percevez de l'évolution des représentations sur les sexualités minoritaires, la sexualité hors mariage ? Est-ce que vous avez la sensation que
progressivement on pourrait tendre vers un allègement légal sur la sexualité au Maroc? La sexualité s'exerce de plus en plus, mais vous ne pouvez pas avoir de chiffres parce que les jeunes filles ne vont pas le crier. Demandez à n'importe quelle jeune fille, comme je l'ai dit, elle vous dira non, j'ai jamais été touchée. Les hommes, bon, ouais, bien sûr, vous voyez. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que il y a de plus en plus de transgressions, même au niveau du rural, parce que nous sommes quand même 36% de ruraux. Les rêves des ruraux, à cause ou grâce d'Internet et des chaînes satellitaires, sont identiques aujourd'hui qu'on soit à la campagne ou en ville. Ce sont les mêmes rêves, à savoir l'amour, le plaisir, etc. Donc les choses sont en train d'évoluer, sauf qu'il y a quand même une chape de plomb. On ne peut pas dire les choses comme on le sent. Vous voyez, même une jeune fille dans le foyer ne peut pas parler, ne peut pas demander, ne peut pas revendiquer à ses parents, par exemple, de sortir, de ramener son partenaire. Et moi, je crois énormément en les femmes, parce que ce sont les mères qui transmettent. C'est assez bizarre, c'est assez paradoxal. Au Maroc, on a l'impression que nous sommes un pays patriarcal. Moi, je soutiens que nous sommes un pays plutôt matriarcal. Ce sont les mères qui utilisent les outils du patriarcat pour justement entraver leurs filles. Et les mères doivent faire très très attention comment elles parlent des femmes d'abord et ce qu'elles véhiculent comme message à leurs garçons. Et moi, il y a quelque chose qui me choque quand je demande aux hommes, je fais tous les ans des enquêtes sur la question, quand je demande aux hommes, mais attends, je sais pas, tu as un bac plus 14 ou plus 20, tu es ingénieur, tu es médecin, etc., tu es quelqu'un de moderne, tu revendiques ta modernité, et tu me dis que tu veux une femme vierge. Pourquoi? Alors, il y a 2 critères qui ressortent. Premièrement, c'est pour ma mère. Vous vous rendez compte? C'est ta mère qui va dormir avec elle. Attends, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la mère qui donne le fait qu'une femme pure est d'abord vierge. Et une fille peut avoir réalisé toutes les réussites dans sa vie. Et il y en a. Toutes les réussites. Elle sera d'abord évaluée par sa membrane. Parce que c'est là où repose l'honneur des familles. Moi, je dis que c'est un honneur très fragile. L'honneur qui repose entre les cuisses des femmes est très très fragile. L'honneur est ailleurs. Voyez, et ce sont les mères qui transmettent à leur fils le fait que tu veux une femme pure, il faut qu'elle soit vierge. La deuxième raison, c'est je veux essayer la défloration parce que c'est très sublimé. Qu'est-ce que tu vas essayer? La douleur, le sang? Non, je veux essayer. Il paraît que c'est génial de déflorer. Et ça, c'est au niveau du pays arabe. Certains pays du Golfe payent la virginité des filles très cher. Quand certains arabes du Golfe, quand ils veulent des partenaires, des fillettes, quand la fillette est vierge, elle coûte beaucoup plus cher que celle qui ne l'est pas. Donc il y a vraiment, on sublime la défloration qui fait que aujourd'hui encore, on tient à avoir des filles vierges. Maintenant, c'est aux mères et c'est aux femmes de réviser un petit peu leur langage, de se poser des questions. Peu importe. Moi, je ne suis pas là pour dire faites l'amour, chacun fait ce qu'il veut. Vous savez, même dans les pays occidentaux, il y a des jeunes filles qui choisissent d'être vierges jusqu'au mariage. Je respecte très bien le choix. Mais je dis attention, le choix ne doit pas être forcé et le non-respect de ce choix ne doit pas mener à la catastrophe parce que c'est réellement ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, les certificats médicaux avant le mariage sont très, 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 très courants. Et aujourd'hui, il y a des drames. Il y a 2 ans, on a une jeune fille qui s'est jetée de la fenêtre à Marrakech le soir des noces parce qu'elle n'était pas vierge. Voilà. C'est surtout ces paradoxes-là qu'il faudrait analyser et revoir. Maintenant, on ne peut qu'évoluer par rapport à ces questions. Mais, merci madame. Alors, 2 secondes. 4 intervenants. Donc 4 questions. Oui. Je crois qu'on ne pourra pas en faire. Infiniment merci. Vous avez évoqué finalement l'ouverture de la religion musulmane. Oui. Mais alors, vous êtes en train de nous dire que c'est profondément, uniquement culturel. Quelles sont les racines de ces paradoxes si ce n'est pas la religion qui les prône? Si vous êtes intéressé, donnez-moi votre adresse email. Je vous enverrai un texte que j'ai écrit sur la question. Et c'est des textes que j'ai honte de lire, même quand je suis avec des médecins, tellement ils sont crus. C'est véritablement une sexologie qui a démarré au 7e siècle, qui s'est éteinte un petit peu vers le 11e siècle. Et ça, c'est sûr et certain, mais toujours dans le cadre légal du mariage. Maintenant, l'islam est arrivé en tant que religion dans des pays qui avaient leur tradition. Et ce n'est pas parce que l'islam est arrivé que automatiquement la perception que nous avons de la femme et de l'honneur a changé. Vous voyez ?
Vous avez des régions où, qui ont été moins marquées, si vous voulez, dans certaines régions du Maghreb, mais elles sont elles sont minimes, ces zones géographiques. Mais nous avons véhiculé de l'islam un côté beaucoup plus obscur par rapport à la question de la sexualité, toujours pour maintenir les femmes sous la domination des hommes et pour justifier les 4 épouses que l'islam n'a jamais exigé, là aussi. Donc pour continuer à cautionner, à justifier la polygamie, entre autres, il a fallu extraire de l'islam tout ce qui pouvait apporter de la lumière à ces femmes. Oui. Alors, Merci professeur Madame Himish. Kissoussam. C'est un plaisir de vous écouter. Juste un petit détail. L'histoire de la preuve de la virginité, bon, j'ai un âge certain, moi quand j'étais jeune, je le voyais à tous les mariages. Mais ça fait bien 40 ans que je ne l'ai pas vu. Est-ce que vous me confirmez que ça existe toujours? Oui, vous savez pourquoi, Hakima? Parce que ni vous ni moi ne sommes représentatifs de la société marocaine, malheureusement. Et écoutez, je confirme, je mets ma main au feu, et c'est des études que je fais, que le drap taché de sang s'expose encore. Sauf que on ne le sort plus dans les quartiers. Il va être soit dans le salon, et c'est une histoire de femmes. Il n'y a pas d'hommes qui regardent le drap taché de sang. Ce sont les femmes qui viennent le regarder. C'est même chouma que les hommes le voient. C'est honteux. Vous voyez, c'est une affaire de femmes. Donc, on le laisse dans le salon, puisque Yasbouhi, le lendemain de la défloration, la femme y arrive. Une affaire de femmes exclusivement. Maintenant, on l'expose dans le salon, mais de plus en plus, ça, à la campagne, ça va être dans le salon, de plus en plus de familles l'exposent seulement dans la chambre nuptiale. Et à un moment, vous allez avoir la mère de la mariée ou sa tante qui elle va sélectionner 3-4 femmes de la famille du mari. Elle va lui dire venez voir le matin de votre fils, l'honneur de votre fils. Mais je peux vous dire que la majorité écrasante aujourd'hui continue à l'exposer. Sauf que ce qui est intéressant, c'est qu'on a de plus en plus d'hommes qui vous disent c'est mon problème. On a de plus en plus de femmes qui disent c'est ma vie, c'est mon intimité. Mais c'est faire sans la pression des femmes. Vous allez avoir la mère qui va faire pression. Vous voyez, quand les femmes se liguent comme ça pour les grandes cérémonies de mariage, en fait, c'est les femmes qui vont, la mère, la tante, etc., qui se liguent, et ça devient vraiment un danger. La mère risque de faire une attaque cardiaque si la fille n'expose pas le drap. Et elle va l'exposer. Mais Hakima, je peux vous dire que c'est la majorité qui commence à le faire, qui continue à le faire. Pas chez nous, bien sûr. Bonsoir. Alors, Bonsoir. Dr. Ofrani. Bonsoir. Attends, pardon. Bonsoir. Je vous remercie pour votre intervention vraiment très intéressante. Vous êtes où, madame? Voilà, je suis là. Ah, merci. Voilà. Khadija Onchif, je suis assistante sociale et j'habite en Belgique, à Bruxelles. Et donc, je m'occupe effectivement des femmes, surtout en majorité marocaines, parce que nous sommes une grosse communauté là-bas. Et dans le domaine de la santé, depuis que je travaille dans le domaine du sida, je travaille la question de la sexualité. Et j'ai constaté plusieurs choses. D'abord, les personnes de l'ancienne génération, c'est-à-dire nos mères, etc., étaient beaucoup plus ouvertes à discuter de la sexualité, nos fils qu'entre elles, etc., que la communauté marocaine, elle est en train de s'enfermer dans l'identité, dans la religion, etc. Et donc, il y a vraiment un contrôle énorme de la société sur la femme et sur le corps de la femme. Et il y a aussi un autre travail, vous avez évoqué justement l'attitude des médecins. Donc nous travaillons également avec les plannings familiaux qui, eux, au lieu de libérer les femmes justement par rapport à leur virginité, etc., ils assoient le fait que effectivement, il faut faire la reconstruction de l'hymen parce que la jeune fille est en danger. Et donc nous, on s'insurge contre ça. Et nous avons d'ailleurs invité le docteur Chabash il y a quelques années, qui est venu parler aux femmes, qui a expliqué les choses, la libération, etc. Et on s'est rendu compte que la plupart des femmes souffraient du vaginisme, justement, et donc elles pensaient que le problème venait d'elles. Or, le problème vient justement simplement du contrôle
que la société a sur le corps de la femme. Et donc ma question, c'est est-ce que vous faites un travail avec les professionnels de la santé justement pour sortir de ce piège qui nous est tendu par la société? Je vous Merci, remercie. madame, c'est intéressant. Mon travail consiste à écrire, à donner des conférences. Voilà, je parle, enfin, dans le cadre de l'association de sexologie également. Je ne peux pas toucher tout le monde malheureusement, mais il y a un petit peu de travail qui se fait par la société civile. Et qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport? Oui, par rapport, j'ai beaucoup travaillé aussi avec la communauté marocaine en France, en Hollande et en Belgique. Et c'est vrai qu'il y a des drames énormes. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a, je dirais, un petit retour en arrière à cause du salafisme, il faut le dire. Notre société, les sociétés maghrébines étaient parties pour s'ouvrir, les femmes avec la scolarisation, etc., l'ouverture sur l'Occident. On avait l'impression que dans les années 60, 70, 80, les choses pouvaient évoluer très rapidement avec cette vague islamiste. Des fois, on se demande même si on ne fait pas un pas en arrière, 2 pas en arrière et un pas en avant, c'est sûr et certain. Mais je voulais vous parler également de ces pratiques, je n'ai pas eu le temps de le faire, que tout à l'heure je vous ai dit, des gens qui viennent me dire trouvez-moi des issues de ces jeunes filles. Eh bien, certains ulama, certains exégètes, notamment en Égypte, notamment des frères fuqaha ulama de l'université Al-Azhar, et ça a débuté avec Daesh, ont trouvé des issues. Aujourd'hui, il y a des types d'unions, comme par exemple Zawaj al-Mut'a, l'union de complaisance par exemple, qui a été interdite par le prophète pour les sunnites, mais qui s'exerce chez les chiites. Bref, ce que je cherche à vous dire, c'est qu'aujourd'hui, après Daesh, je change de phrase, j'ai du mal à m'exprimer à ce niveau-là, Daesh a essayé de trouver des issues pour pouvoir halaliser les relations sexuelles des hommes de ces armées. Et ensuite, on a vu que cette manière de halaliser la relation sexuelle hors cadre du mariage a été reprise par certains exégètes, notamment de l'université Al-Azhar, qui se veut un clergé, mais qui ne l'est pas, un clergé du monde musulman. Mais c'est quand même l'Azhar qui a décrété certaines formes d'union. Je vous en parle, pourquoi? Je vais faire un petit peu de publicité à mon mari, qui est médecin, Dr Guessou Shakib, qui est radiologue. Il est aussi socio-anthropologue. Il vient de sortir un livre intitulé « Mariage et concubinage dans les pays arabes ». Et c'est là que j'ai eu toute cette information de ces jeunes en Égypte, en Tunisie, un peu moins en Algérie, mais également au Maroc, qui vont se marier, mais ça va être un mariage qui a été décrété, une forme d'union, qui a été décrétée halal. C'est pour ça que je disais des unions halalisées. Et dans ces unions, je donne un exemple pour ne pas être trop longue. Par exemple, en Égypte, un homme peut aller acheter dans un bureau de tabac ou une librairie, un imprimé sur lequel donc il va écrire une durée avec laquelle il va vivre avec une jeune fille, il va signer, elle va signer, il garde le papier dans sa poche et il considère qu'ils ont levé l'interdit sexuel. Cette jeune fille, ses parents peuvent ne pas être informés. Ça peut durer une année universitaire. À la fin de l'année, il déchire le papier puisque c'est lui qui l'a. Et dans cette histoire-là, c'est bien parce qu'on a trouvé l'issue pour halaliser les relations sexuelles, mais les perdantes, ce sont les femmes. Parce qu'il n'y a aucune garantie si elle est enceinte. Et pire que ça, on a eu un frère qui a même halalisé la couture des jeunes filles. Et c'est sérieux, c'est vraiment le frère qui a dit que c'était tout à fait halal qu'une jeune fille se fasse recoudre quand elle quitte un partenaire d'une de ces unions pour aller vers un autre partenaire. Donc vous voyez un petit peu toute cette dynamique où finalement c'est toujours la femme qui paye les pots parce qu'elle n'a aucune garantie et le partenaire n'a aucune obligation vis-à-vis de cette femme. Aucune. Et ça se fait en Tunisie, ça se fait en Égypte surtout, en Tunisie et même au Maroc. C'est facile. Moi j'ai eu des étudiants à la faculté de Bensi qui m'ont dit on est mariés. Comment ça se passe? Un homme qui va voir une femme, bon, ils sont dans l'intimité, il va faire il prie, 2 génuflexions, le premier verset du Coran, et il lui dit Zawajtuka bi nafsi amam Allah. Je me suis mariée à toi devant Dieu. Oui, mais seulement, vous avez parlé du livre Grossesse de la honte qui parle des mères célibataires au Maroc. On a eu pas mal de filles mères qui ont été engrossées par Zawajtuka bi nafsi ila akhiri amam Allah. Bien, merci beaucoup. C'est extrêmement passionnant, mais on sera obligé d'arrêter.
2 questions et on termine. Donc il y en aura une ici et une là, donc les 2 personnes qui ont le micro. Merci Madame Guessus d'avoir exprimé ce que beaucoup de femmes dans la salle... Je suis là. Oui, madame. Merci d'avoir exprimé tout haut ce que beaucoup de femmes dans la salle partagent avec vous. Moi, je voulais vous poser une question dans vos études. Est-ce que il y a une perception d'une hypocrisie ou schizophrénie sociale qui entoure la sexualité? C'est que dans notre société, le sexe, vous pouvez le faire. Mais surtout, il ne faut pas en parler. Je crois qu'il y a cette schizophrénie qui est là. Je ne sais pas si c'est sorti dans vos recherches. Merci. Oui, on va même vous donner une explication religieuse en vous disant, il y a un proverbe, vous savez, les mots sont très très importants. Hein. Les mots formatent, programment l'être humain. On vous dit zilla al-mstoura, merbouha ou msmouha. Quand vous faites une zilla, un péché, merci, que le péché qui est caché, eh bien, mstoura, vous l'avez gagné d'abord, et puis il est pardonné par Dieu. Et on parle beaucoup de stra. Fais ce que tu veux en étant mstour. Fais les choses discrètement. Si tu les fais discrètement, et on va vous sortir des hadiths, on va vous sortir des dires d'Omar ibn Khattab. Hein, vous savez, tout ça, cette manière de cacher la vérité, cette manière de garder la société dans le non-dit, va être justifiée abusivement, soit par le Coran, soit par les dires du prophète, soit par l'exégèse. Et c'est vrai que de plus en plus, aujourd'hui, les jeunes parlent d'hypocrisie alors qu'on n'en parlait pas avant. De plus, le mot schizophrénie et hypocrisie que vous avez prononcé, madame, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de jeunes, et des jeunes hommes et de jeunes filles, le disent aujourd'hui, même s'ils sont schizophrènes eux-mêmes, entre guillemets, mais on l'est tous, moi-même je le suis. Quand on est élevé dans une société qui a eu des bouleversements très très rapides, en l'espace de 64 ans, on ne peut être tantôt moderne, tantôt traditionnel. Moi-même qui vous parle, je ne suis pas un modèle. Parce que, bon, il y a un naturel, il y a des ancrages, mais on essaye d'avancer, on essaye de se remettre en question, et c'est cette remise en question qui est quand même très très importante. Et n'oubliez pas, je le dis, je le répète toujours, quand on doit analyser les sociétés maghrébines, on ne doit pas le faire avec des outils occidentaux. Il faudrait placer ces sociétés dans un contexte historique. Voir ma grand-mère, à l'âge de ma grand-mère, on se marie à 7, 8, 10 ans. À l'âge de ma mère, on se marie à 14, 15 ans. Et le Maroc a fait, en l'espace de 64 ans, depuis l'indépendance à ce jour, en termes d'évolution ou de bouleversement, ce que l'Occident a fait en plus d'un siècle et demi. Et c'est normal qu'on soit dans cette schizophrénie. Maintenant, les femmes, faites très attention à éduquer des hommes et des femmes qui ne soient pas dans cette schizophrénie. C'est ça qui est important. Merci. Merci. Alors, la dernière question. Merci. Je suis Diana du centre Marcia au Liban. Alors nous, comme centre de santé sexuelle, on a beaucoup de mal à discuter de plaisir, surtout le plaisir féminin, à cause des extrémistes religieux et tout ça. Alors merci pour vous être tellement courageuse d'aborder ce sujet. Et je voulais vous demander comment vous faites pour travailler avec vos patientes à les aider à découvrir leur corps et le plaisir sexuel. Et aussi, je voulais demander à professeur Katlaman d'utiliser les plateformes de l'Aframad et l'Afravi, avoir un espace et des panels désignés à la sexualité féminine et de parler de plaisir, et que ce ne soit pas seulement limité aux affections sexuellement transmissibles. Merci madame. Alors moi je ne suis pas médecin, je suis sociologue. Je touche à la sexologie sans être véritablement sexologue, mais je suis également conseillère conjugale et j'ai énormément de personnes. Ça peut être des hommes, ça peut être des femmes, comme ça peut être le couple qui me consultent pour que je les aide à ce qu'il ait une meilleure harmonie sexuelle. Comment je fais ? Bien, je présente le corps humain, je fais découvrir à l'homme et à la femme le corps humain, j'explique que la femme n'est pas frigide, mais libère-la.
Hein, libère-toi et libère ta femme, elle ne sera pas frigide. Vous voyez, j'essaye, quand c'est des gens qui pensent que c'est haram, de leur sortir les arguments comme quoi il n'y a aucun haram, aucun péché à ce niveau-là. J'essaye de prêcher la bonne parole autour de moi, que ce soit mes étudiants au niveau associatif, dans des écoles, dans des universités. Voilà, je pense que c'est mon petit grain de sable. Mais ce qui est sûr, c'est que très souvent, j'oriente vers mes amis médecins qui sont sexologues quand je sens que je ne peux pas intervenir et que ça relève plus de mes compétences, mais ceux des médecins. Mais je vous assure que j'ai autour de moi énormément de couples qui devaient divorcer et qui se sont réconciliés seulement parce qu'ils ont eu le courage de parler de leur sexualité et parce qu'ils ont eu chacun le courage de se remettre en question et de se dire on peut vivre notre sexualité sereinement au lieu que l'homme va chercher X, Y ailleurs et que le couple se fissure. Voilà, je vous remercie beaucoup, messieurs, dames, et au plaisir d'une autre rencontre. Merci. Merci.